Salut à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast et je veux à tout prix m'excuser par avance si jamais vous entendez le tic-tac de l'horloge derrière moi. En fait, je ne suis pas chez moi, je suis en voyage et donc je ne peux pas vraiment faire au mieux au niveau des bruits. Voilà. Alors, ce podcast est un podcast qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il lie féminisme, écriture féminine et littérature, des choses qui sont très importantes, des éléments qui sont vraiment au cœur de mes recherches en littérature et de la manière dont j'ai envie de parler de la littérature, non pas uniquement dans une perspective féministe, mais également dans une perspective littéraire, parce qu'il y a des autrices, il y a des poétesses au talent indéniable et qui sont bien trop peu connues. Et dans ce podcast, j'avais envie de m'intéresser justement à ces mythes, à ces premières fois dans la littérature et au féminin. Parce que les mythes fondateurs, les manifestes littéraires, les premiers romans ou les textes X ou Y sont des objets d'étude traditionnels en fait de la littérature. Il s'agit pour la plupart de mythes fondateurs de nos civilisations, dont les réécritures sont nombreuses. D'accord, ce qui fait qu'ils se sont transmis dans la pop culture, dans des ouvrages même contemporains, dont l'apport en psychologie ou en psychanalyse est extrêmement important. Bon, pour la faire courte, on peut penser au mythe d'Oedipe, par exemple. Ils représentent également des passerelles entre les cultures, car ils se retrouvent souvent sous des aspects différents, en fait, dans différentes civilisations. Les textes importants, fondateurs, ce sont également par exemple des manifestes littéraires, comme les manifestes surréalistes, ou par exemple l'art poétique de Boileau, que tous les élèves ou presque abordent lors de leur scolarité. Des textes qui posent en fait les bases d'un nouveau mouvement ou qui se proposent d'exposer des préceptes d'écriture. Il peut également s'agir de textes profondément novateurs, marquants et uniques en fait dans l'histoire de la littérature, que ce soit par la forme ou par le fond. On peut ainsi penser à l'autobiographie de Saint-Augustin ou celle de Rousseau, qui vient vraiment instaurer ce genre littéraire qu'est l'autobiographie. On peut également évoquer le Marquis de Sade, qui lui sera plutôt peut-être au niveau du contenu. Et donc les récits fondateurs, marqueurs d'une rupture avec une tradition littéraire ou des chefs-d'œuvre de tel ou tel mouvement, sont en fait le plus souvent attribués, vous l'aurez deviné, à des hommes. Alors, est-ce que cela signifie que les femmes n'ont pas innové, n'ont pas excellé ou créé ou provoqué en littérature ? Bien sûr que non. En fait, ce constat qu'on dresse là, que la plupart de ces ouvrages marquants, innovants, etc., sont le produit de création masculine, c'est plutôt le reflet d'une histoire littéraire qui est sélective, qui est sélectionnée par une opinion et par des institutions majoritairement masculines, mais alors encore plus si vous remontez quelques siècles auparavant, mais c'est également le résultat d'une longue et forte injonction faite aux femmes: tu n'écriras point, et si tu le fais, tu ne seras plus une femme attirante, et par ailleurs, tu le feras sans talent. Donc, tu as tout intérêt à ne pas te lancer dans l'aventure. Je tiens quand même aussi à dire qu'il existe, en tout cas à mon sens, c'est vraiment la perception que j'en ai, un réel refus par de nombreux universitaires ou théoriciens de la littérature d'inclure le genre dans leurs réflexions. Et toute remise en question en fait des canons et des choix bibliographiques ou de corpus, en interrogeant justement cette donnée du genre, sont alors rendues très compliquées, voire impossibles. Donc on peut se demander, tout simplement, les femmes n'ont-elles pour autant jamais été pionnières en littérature ? Et s'il est difficile en effet premièrement de décider quelles seraient des œuvres fondatrices, on peut quand même réfléchir à la question. Alors comme ce terme fondateur, fondatrice renvoie à trop de notions littéraires déjà bien ancrées, je préfère utiliser le terme de pionnière en littérature. Et alors en vous posant la question sur Instagram, je vous ai demandé quels seraient selon vous les textes ou les autrices qui auraient été pionniers ou pionnières en littérature. Vous m'avez répondu, pour la plupart, avec 3 noms, majoritairement. Madame de La Fayette, Simone de Beauvoir et plus faiblement Christine de Pisan. Alors, Madame de La Fayette pour La Princesse de Clèves, qui nous est toujours présentée comme le premier roman psychologique, ou précurseur en tout cas de ce type de roman. Simone de Beauvoir pour ses idées, et majoritairement pour le deuxième sexe, même si son œuvre d'écrivaine est elle aussi intéressante à de nombreux égards. Christine de Pisan, première femme à vivre de son activité d'écrivaine alors qu'elle se retrouve veuve, et ce au XIVe et XVe siècle. Alors Christine de Pisan est également une pionnière, non pas uniquement parce qu'elle a vécu de ses écrits, mais en raison
de la teneur de ses écrits, qui, bien que ne correspondant pas exactement aux revendications féministes que nous connaissons à notre époque, enfin ça s'explique aisément au vu des siècles qui nous séparent quand même, bien ces écrits sont toutefois porteurs de nombreuses idées en faveur de l'éducation des femmes, de leur réhabilitation dans la sphère sociale, et comme dans son œuvre la plus connue, La Cité des Dames, qui date de 1405, et on peut même trouver des réinterprétations des textes bibliques et une critique implicite des interprétations qui en avaient été faites jusque-là par des hommes, majoritairement bien sûr. Mais alors on va revenir brièvement sur ces noms. Simone de Beauvoir, Madame de Lafayette, Christine de Pisan. C'est des noms qui sont tous francophones. Et à l'exception en fait de quelques autres écrivaines ou poétesses anglophones, que j'ai reçues dans les réponses, je n'ai pas vraiment eu d'autres propositions. Parmi ces noms anglophones, certains correspondaient plus ou moins, on va dire, à l'idée de pionnière dans la littérature, que je m'en fais en tout cas. Mais je voudrais, avant d'en parler, revenir sur Madame de Lafayette et sur la princesse de Clèves, qui fait désormais vraiment partie du canon classique de la littérature française. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, c'est le premier roman psychologique. Or, c'est pas vraiment le premier roman psychologique, ou en tout cas, il n'est pas reconnu comme tel par tous. Certains et certaines considéreraient plutôt le Genji no Monogatari, ou le Dit du Genji en français, comme le premier roman psychologique. Alors on n'est pas là pour effectuer des batailles de cet ordre et essayer de décider, de déterminer quel est le premier. On est là pour élargir en fait notre perception de la littérature féminine et notre connaissance. Et donc il me semble important de mentionner cet ouvrage incroyable, parce que c'est l'une des œuvres majeures et réellement fondatrices de la littérature japonaise qui remonte au XIe siècle et qui a été écrite par une femme, Murasaki Shikibu. Alors parmi les points intéressants, à cette époque, les textes à destination ou écrits par des femmes, en fait, n'étaient pas écrits dans le même système d'écriture que ceux par et pour des hommes. Ceux par et pour des hommes étaient écrits en idéogrammes, ou les caractères chinois, qui n'étaient pas vraiment à l'époque encore des kanji, tandis que les féminins, enfin les textes féminins ou écrits par et pour des femmes, étaient écrits en kana, qui est un des systèmes d'écriture japonais, qui est un syllabaire phonétique. Donc il y avait déjà une nette distinction en fait entre les productions féminines et les productions masculines. Alors, le Dit du Genji, ça retrace l'histoire d'un fils d'empereur, donc le Genji. En fait, il s'agit d'un très long livre où les personnalités, les caractères, les relations humaines sont détaillées et explorées, notamment et surtout à la cour. On peut noter d'ailleurs qu'à la même époque, un autre texte fondateur de la littérature japonaise est également écrit par une femme, les Notes de chevet, ou Makura no Soshi, qui a été écrit par Sei Shonagon, qui elle était une dame de compagnie de l'impératrice Teshi. C'était pas une vraie impératrice, c'est une impératrice de consort, mais bon. Et là, il s'agit plutôt de notes éparses sur les intérêts, les réflexions et observations de l'autrice, donc c'est un texte beaucoup plus personnel. Alors, remontons encore dans le temps, rapprochons-nous géographiquement un peu plus de la France pour une poétesse auréolée de mystère et à la renommée mondiale, Sappho. Alors, Sappho, est-ce qu'il est vraiment utile de la présenter ? Bon, Sappho, c'est une poétesse grecque qui a vécu sur l'île de Lesbos au 7e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, le mystère qui entoure sa personne et son œuvre vient essentiellement du fait qu'on ne dispose que de très peu de sources sûres quant à ses écrits. À notre époque, ces écrits en fait n'existent plus que sous la forme de fragments et parfois de très très courts fragments. Et en fait, ce qui est intéressant avec Sappho, mais ce qui peut être analysé de plusieurs façons, c'est que le personnage et l'autrice se confondent, sans qu'il soit réellement possible de les distinguer, ni d'analyser avec une once de certitude en fait de tels fragments. Alors, il n'en reste pas moins que Sappho est une poétesse dont la légende n'a pas faibli depuis l'Antiquité, ce qui est quand même assez remarquable, et qui a inspiré ou qui a représenté une muse ou une consoeur pour de nombreuses autres écrivaines ou poétesses, par exemple Renée Vivien, dont j'ai déjà parlé dans un podcast précédent. Et alors, comment est-ce qu'on ne pourrait pas voir en fait dans cette personne une figure emblématique et pionnière de la littérature ? L'Antiquité, c'était pas vraiment une époque propice à l'écriture féminine, et les poétesses ou les écrivaines étaient rares. Toutefois, on peut compter deux autres femmes qui méritent aussi d'être mentionnées et qui sont malheureusement très souvent éclipsées par la figure de Sappho. Sappho que l'on connaît d'ailleurs plus pour son homosexualité que pour son activité d'écriture quand même. Donc ces deux autres écrivaines ou poétesses sont Anite et Télésile. Alors, Anité, je pense que ça se dit plutôt. Donc de cette dernière, Télésile, il ne nous reste en fait plus rien. Et en fait, ça interroge. C'est-à-dire qu'au-delà des différences de contexte, parce que là, oui, effectivement, c'est l'Antiquité, c'est très vieux, il y a eu des destructions, etc. Mais même dans d'autres siècles, on peut se demander combien d'œuvres de femmes auraient été gardées en secret dans des tiroirs, dans des armoires,
ou bien détruites par des maris, des frères, des rivaux, combien de ces œuvres ne nous sont pas parvenues parce que écrites par des femmes? C'est-à-dire que, en fait, ce qui est très intéressant dans les études de genre qui s'intéressent à la littérature, c'est qu'on est bien souvent amené à interroger non seulement les textes présents, mais également l'absence de texte, qui signifie également quelque chose. Alors Anité, au contraire, elle est après sa faux celle dont il nous reste le plus d'écrits. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle aurait été la première à expérimenter avec le genre pastoral, grâce à des descriptions bucoliques, mais qu'elle n'a jamais été créditée pour cela, au contraire de Théocrite, qui lui est considéré comme le précurseur de ce type de poésie. Alors on sait en plus qu'elle était appelée la poétesse lyrique, ou que ses poésies épiques étaient beaucoup appréciées. Et alors malheureusement, de ces deux genres, lyrique et épique, on n'a aucune trace. Si ce n'est justement les éloges d'autres poètes de son temps ou un petit peu postérieurs. Alors, ce qui est doublement intéressant, c'est le constat que dresse Catherine Goodziller, c'est une professeure américaine, il me semble, des épigrammes d'Anité. Alors, les épigrammes, c'est des courts textes, je vous laisse faire des recherches sur les formats à l'époque antique. Alors, les siens, ils introduisaient en fait le bucolique et donc le rural. Ils s'intéressaient aux femmes et aux enfants, ce qui est en fait en totale opposition avec les épigrammes traditionnels écrits par des hommes qui avaient une perspective masculine et qui s'inscrivaient dans des milieux urbains. Et en fait, ce que dit cette professeure d'études antiques, c'est que cela aurait été une volonté délibérée de la poétesse pour justement réinventer le genre et vraiment affirmer sa condition de femme et d'autrice. Alors personnellement, je n'ai pas fait de lettres antiques, mais j'ai fait du latin, j'ai eu quelques modules sur la littérature antique et jamais ces poétesses n'ont été mentionnées ou étudiées. Donc je ne voudrais pas présager et dire que c'est le cas partout, mais il me semble quand même important de souligner cela. Alors on va revenir à des temps un peu plus proches, et je vais vous parler de Mary Shelley. Alors je pourrais également vous parler de sa mère, qui a écrit A Vindication of Women's Rights, mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur Mary Shelley. Alors, Mary Shelley, c'est l'autrice, entre autres, de Frankenstein. Et si on est honnête, je pense que jusqu'à quelque temps, il y a fort à parier que vraiment nombreux étaient celles et ceux à ne pas savoir que cette œuvre, entrée vraiment dans l'imaginaire collectif et dans la pop culture, avait été écrite par une femme. Alors certains diront que c'est pas une question pertinente. Et ben moi je dément ça. C'est-à-dire que la plupart des gros classiques, parce que Frankenstein c'est quand même un énorme classique, on a une idée en fait de qui l'a écrit. Ou en tout cas, lorsqu'on nous annonce le nom de l'auteur, on ne s'étonne pas « Oh, c'est un homme !» Ce qui est le cas souvent quand on annonce à des gens que Frankenstein a été écrit par une femme. De plus, écrire à cette époque pour une femme, c'était pas évident. Et toutes ne pouvaient pas le faire. Surtout pas pour écrire un tel texte. Il s'agit en fait d'une œuvre très dense et très riche qui peut être analysée à la lumière des études de genre. Et en fait, si on fait ça, on observe que la narration ainsi que les personnages féminins et la manière dont ils agissent ou n'agissent pas dans l'œuvre, ça éclaire vraiment sur les possibles volontés de l'autrice et des possibles messages qui seraient dispersés, on va dire, dans le texte. Alors, Frankenstein, c'est une œuvre majeure et c'est vraiment une œuvre pionnière parce qu'il s'agit du premier roman de science-fiction. Bien que le terme n'existât pas encore à l'époque. Donc c'est anachronique, mais ça a quand même été considéré justement comme le premier de science-fiction sans même le savoir. Alors c'est aussi un roman gothique, un roman d'horreur un petit peu, et qui présente du fantastique. Mais c'est quand même vraiment le premier essai ou la première forme de science-fiction avec des pensées, des questionnements sur la science qui jusque-là n'avaient pas été exploités de la sorte. Alors, comme je l'ai dit, Frankenstein, c'est vraiment une œuvre excessivement dense. Je pense vous faire un podcast sur cette œuvre à un moment donné. Et c'est quand même pas, même si c'est extrêmement dense, extrêmement intéressant, et sans doute, à mon sens, la plus réussie, bien sûr, de Mary Shelley, c'est quand même pas la seule production de Mary Shelley. Elle a par exemple écrit Mathilda, qui était au programme du club de lecture qu'on tient ensemble, qui est un livre passionnant parce qu'il traite en fait de l'inceste. Et il a été publié très tardivement, parce que justement, la famille de Mary Shelley a essayé de l'en dissuader. Et je trouve que Mary Shelley n'est pas assez connue en France et qu'il est grand temps de la réhabiliter et d'en parler beaucoup plus. Alors, si on reste au Royaume-Uni, bien sûr, il faudrait aussi mentionner Virginia Woolf, mais il me semble quand même qu'elle est relativement connue et reconnue, et je préfère donc pas trop m'attarder là-dessus et me diriger vers une autre autrice, elle aussi anglophone, mais cette fois-ci aux USA. Elle s'appelle Octavia Butler.
Alors, Octavia Butler, à ne pas confondre avec Judith Butler, ok. C'est une autrice contemporaine qui est morte en 2006 et en fait, c'est l'une des premières femmes afro-américaines, autrices de science-fiction également, à être très très populaire et reconnue par le monde littéraire avec des prix. C'est aussi l'une des pionnières de ce que l'on appelle l'afrofuturisme. Alors l'afrofuturisme, c'est quoi ? C'est un genre littéraire en fait où des questions sociales et politiques liées à la condition des Afro-Américains sont abordées mais dans un cadre futuriste. Alors c'est un procédé qui n'est pas nouveau, c'est un procédé en fait de déplacement. On observe ça par exemple avec l'utilisation des animaux. Parfois on peut penser à La ferme des animaux de George Orwell, on peut penser aux fables tout simplement de La Fontaine. C'est aussi un déplacement parfois qui est géographique avec par exemple Lettres persanes de Montesquieu. Enfin bon bref voilà. Mais là c'est quand même spécifique parce que c'est les Afro-Américains ou les Afro-Américaines et un cadre futuriste. Alors, dans ses œuvres, elle explore les différentes hiérarchies, les systèmes de pouvoir, en mettant toujours en centre des intrigues des personnages féminins, très souvent noirs. Et il est intéressant, juste petit aparté comme ça, de constater en fait que ce genre, la SF, tout comme la fantasy, sont souvent représentés comme masculins, même si en fait ils sont portés par des autrices qui innovent et qui font preuve d'un grand talent littéraire, sans oublier le fait que les lectrices sont très nombreuses, même si elles sont toujours reléguées au second plan. Et ça, c'est un phénomène d'ailleurs assez semblable à ce qu'on observe par exemple avec les jeux vidéo. Voilà, petit aparté fini, mais ça me semblait quand même intéressant de le préciser. Alors, pour les 3 dernières autrices que j'ai envie d'aborder, de vous présenter dans ce podcast, on va s'éloigner des aires anglophones et francophones. Je veux à tout prix vous parler de Ismat Chugtai, qui est née en 1915, qui est morte en 1991, une autrice indienne d'expression ourdou et qui a été célébrée pour ses nombreux écrits, en particulier pour sa nouvelle The Kilt. Alors en fait, c'est plutôt comme la couverture ou l'édredon, c'est pas le kilt comme on se l'imagine, où elle aborde de façon implicite, mais quand même c'est à la limite de l'explicite, l'homosexualité. Et c'est une œuvre qui lui a d'ailleurs valu d'être jugée pour obscénité. Elle a quand même gagné son procès, mais elle s'est pas excusée, elle a vraiment contesté et elle a gagné le procès. Alors c'est la première femme indienne à obtenir un diplôme universitaire de lettres, elle est devenue également professeure et elle n'a cessé de mettre en avant des personnages féminins avec leur intériorité, leur sexualité, la sensualité. C'est des écrits qui sont profondément osés pour l'époque, la culture et l'environnement dans lequel elle évoluait. En fait, si osés que beaucoup de ses ouvrages ont été censurés en Asie du Sud-Est, notamment parce qu'elle était musulmane, mais qu'elle avait des positions sur le voile, par exemple, qui n'allaient pas dans le sens des autorités religieuses, également parce qu'elle parlait beaucoup de l'éducation des filles, elle parlait beaucoup de sexualité, et ses écrits sont vraiment frappants, je trouve. J'ai récemment lu un recueil de nouvelles publié par la maison d'édition des femmes ou Antoinette de Fouques, qui s'appelle Le Kilt et autres nouvelles, et vraiment, je vous le recommande vivement. En fait, l'écriture et les sujets abordés sont vraiment surprenants, forts, bien menés. Le ton est très critique, mais savoureux, subtil, intelligent, et le ton est très, très libre. Alors, malheureusement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, comme vous l'ai dit, je suis en voyage, je suis en Géorgie, et je n'ai pas accès en fait à des extraits que j'avais sélectionnés. Donc, vous devez me croire sur parole. Je vous recommande absolument cette autrice et ce recueil de nouvelles qui est vraiment... Enfin, pour moi, ça a été pour le moment, l'une des meilleures lectures de 2019 et c'est vraiment une autrice que j'ai envie de continuer à découvrir. Tout comme d'ailleurs l'avant-dernière autrice dont je veux vous parler, qui est chinoise et qui s'appelle Eileen Chang, dont j'ai récemment lu Love in a Fallen City, qui est paru aux éditions Zulma. Alors, son nom n'est pas très connu en France, mais en fait, c'est l'une des autrices emblématiques de la littérature chinoise, surtout de la littérature chinoise moderne féminine. Elle fait partie d'un petit groupe, il me semble de 4, je crois, autrices qui sont vraiment considérées comme les meilleures et les meilleures représentantes de cette époque-là en littérature. Donc c'est vraiment l'une des autrices emblématiques de la littérature chinoise, même s'il faut quand même encore une fois préciser que ses œuvres ont été interdites pendant plus de 30 ans sur la Chine continentale, pas à Taïwan et pas à Hong Kong par exemple ou à Shanghai, en raison des critiques faites contre le communisme, mais également pour ses rapports avec le Japon, on va dire, et les USA. C'est notamment pour cela, mais pas que, qu'elle représente une figure vraiment nouvelle et unique dans la littérature chinoise pour son époque, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation des Japonais, notamment à Shanghai où elle vivra, c'est qu'elle délivre en fait un message très différent en temps de guerre.
de ce que pouvaient délivrer ses compatriotes. Elle est vraiment loin de l'exaltation communiste, de la libération du pays, d'une forme de patriotisme un petit peu, vous voyez, très agressif et violent. Elle se concentre également sur la psychologie des personnages, elle expérimente beaucoup avec les narrations. Alors son œuvre, elle a vraiment été d'un, très prolifique, et deux, elle a été adaptée au cinéma, à la télévision, etc. Elle a été un petit peu oubliée pendant un certain temps, puis elle a été vraiment redécouverte, on va dire, par les études universitaires, et ces études désormais s'intéressent beaucoup en fait à son œuvre et mettent en lumière, ce qui est très intéressant, je trouve, les liens en fait entre ce qui est effectivement le côté très introspectif et très intime de ses écrits, qui parfois peut être comme apolitique, où voilà, c'est des histoires de féminin, de mariage, de famille, etc. Et en fait, il y a vraiment des chercheurs et des chercheuses qui essaient de montrer qu'effectivement, il y a cette lecture, mais il y a une autre lecture possible, c'est celle de situations politiques et sociales qui sont représentées par ces situations et ces événements plus intimes. Alors, ce qui frappe en fait, encore une fois, je dirais, avec ces écrits, c'est la liberté de ton. C'est-à-dire que les sujets sont parfois très douloureux, comme des fausses couches, comme l'hystérie, et l'autrice ne fuit pas ça du tout, dans l'idée d'une sorte de décence, de bienséance ou d'élégance, bien au contraire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment une écriture à la croisée, d'une modernité et d'un style populaire, mais aussi d'une tradition littéraire chinoise beaucoup plus érudite. C'est une autrice que j'ai très envie de découvrir encore plus, parce que je connais très peu la littérature chinoise, et je ne peux que vous la recommander. Alors enfin, on va finir avec une autrice africaine, d'expression swahili, originaire du Kenya, Moana Kupana, qui a vécu durant la première partie du 19e et à qui on doit en fait un seul texte, qui est un long poème qui s'appelle Le livre de Moana Kupana et qui est considéré comme l'un des textes fondateurs d'une littérature swahili. Donc là, on est vraiment dans la pionnière de la littérature. Alors, je vais quand même pas vous mentir en fait. C'est un domaine littéraire que je ne connais pas du tout, et deux, le contenu de ce poème ne résonne pas forcément avec mes valeurs et mes convictions. Il s'agit en effet de recommandations à sa fille, suivant des préceptes religieux, sans aucune remise en cause des dogmes qu'on connaît et qu'on sait être patriarcaux. Mais alors, si je tiens à la mentionner, c'est pas précisément parce qu'effectivement j'ai lu cette œuvre et que j'ai trouvé géniale ou que ça résonne en moi, c'est parce que je ne la connaissais pas du tout avant de faire des recherches pour ce podcast. C'est parce qu'au-delà même de sa personne, je n'avais pas réfléchi à la littérature kenyane ou à la littérature d'expression swahili. Et ces manques-là, ou ces lacunes-là, c'est tout sauf anodin. Alors, Moana Kupana, elle apparaît toutefois dans un ouvrage qu'il me semble tout à fait approprié de recommander pour clore ce podcast, qui est le Dictionnaire universel des créatrices, qui est paru en 2013, encore une fois aux éditions des Femmes ou Antoinette Defouque. Alors, avant de réellement vous quitter, je vais également mentionner Nawal El Saadawi, qui est une autrice, une psychiatre, une féministe égyptienne à qui j'ai dédié une vidéo entière sur ma chaîne, donc ma chaîne YouTube Antasthesia, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait. La vidéo porte son nom, il me semble, Nawal El Saadawi. Je ne vais pas m'étendre sur cette autrice-là parce que le podcast commence à être un peu long et parce que j'en ai déjà parlé du coup dans cette vidéo. Mais réellement, Nawal El Saadawi, pour moi, c'est une figure essentielle de la littérature. Il y a beaucoup d'écrivaines égyptiennes, d'ailleurs parfois très antérieures et qui sont féministes et qui ont vraiment porté des écrits assez importants et courageux pour leur époque. Mais vraiment, Nawal El Saadawi, je trouve que c'est une figure extrêmement intéressante, inspirante, et je peux que vous encourager à aller regarder la vidéo et deux, lire ses œuvres. Elle a vraiment une pluralité des formats. Elle lit justement, en tout cas, elle utilise son expérience en psychiatrie et les témoignages qu'elle a pu récolter, son expérience de médecin tout simplement, pour aussi nourrir son écriture et sa fiction. Il y a un livre qui est vraiment très marquant, qui s'appelle Woman at Point Zero. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français, mais c'est une histoire très frappante. Elle a aussi écrit des mémoires sur elle et sa profession de docteur justement en Égypte. Elle a été beaucoup censurée, elle a été menacée, et d'ailleurs maintenant il me semble qu'elle ne vit plus en Égypte, je crois qu'elle vit aux États-Unis, parce qu'elle est vraiment opposée,
à l'autoritarisme et à l'autoritarisme religieux notamment. Voilà. J'espère vraiment que ce podcast vous aura intéressé, qu'il vous aura peut-être fait réfléchir, qu'il vous aura interpellé sur certaines questions. J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir ces autrices ou d'en découvrir d'autres. N'hésitez pas à réagir sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, à me dire ce que vous en avez pensé et peut-être même à partager vos recommandations de pionnières de la littérature. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer de faire sur ce podcast, c'est vous parler de littérature et également vous parler de féminisme, d'autrices et des questions de genre, ça me semble essentiel. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très vite.